Mercredi 6 août, chers amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin dans votre deuxième numéro de la matinale sur la chaîne citoyenne ITV. Je ne suis pas seule sur le plateau pour vous accompagner en ce jour. Je suis accompagnée de l'homme Rom Nelum Sengar Ngar Madine. J'espère que vous êtes déjà réveillés, que vous êtes déjà debout et que d'autres sont déjà en chemin pour le boulot, d'autres sont déjà installés. Il y en a encore qui sont allongés sur le lit ou bien sur le canapé. En tout cas, tous ensemble, je vous souhaite la bienvenue dans notre deuxième numéro de la semaine parce qu'ensemble avec nous que nous allons réussir ce numéro. Bonjour et bienvenue aussi à l'homme Roms. Merci Larissa, bonjour, salam alaikum à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes, à tous nos auditeurs qui nous captent depuis la radio Electro FM, la synchronisation. Nous vous disons la bienvenue, comme l'avait dit Larissa tout à l'heure. Nous sommes très heureux d'être à ce plateau ce matin pour vous servir, car vous servir est notre devoir ultime. Alors, Ramsi, ça va? Ça va, je suis là, sinon c'est la grippe qui m'est... Toujours, l'éternelle grippe de Roms. On n'a pas le choix. J'espère qu'il n'y a pas un citoyen qui est sorti verser les intestins de bœuf ou bien de chèvre quelque part pour t'énerver. Il y a un autre aspect qu'on va en parler parce que c'est tous les jours qu'on vit ce genre de choses. Quoi. Tu vois, c'est compliqué là, c'est le Tchad. C'est le Tchad, non, on fait avec. On fait avec. Et on rencontre toujours c'est dans on fait avec là que voilà, on se voit que la situation se dégrade du jour au lendemain. On se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, vers qui se tourner. C'est difficile en tout cas les conditions de vie. Moi, c'est ce qui a attiré particulièrement mon attention durant ces 2 jours, c'est le niveau du fleuve au fait. Ouais. Ça commence à faire peur parce que généralement déjà. En septembre, octobre, c'est le moment où les niveaux des eaux augmentent et surtout N'Djamena se retrouve carrément noyé, il faut le dire, parce que là il va falloir que les familles courent dans tous les sens possibles pour se trouver ne serait-ce qu'une partie sèche pour se réfugier un moment pour que les eaux repartent et revenir dans sa maison, tu vois. C'est des moments les plus pires de la vie des Tchadiens. Nous aurons tout le temps de débattre, d'aborder chaque partie de ce thème-là. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous allons parler carnet du leadership. Oui, évidemment. Il y a la maman qui va passer aussi nous donner les conseils en vérité de mère. Nous allons recevoir ici Nefi Timba et Diana. Et nous allons entremêler avec des capsules, des clips, histoire d'égayer un peu nos internautes, nos téléspectateurs, mais aussi nos auditeurs. Et pour cela, si tu permets, nous allons passer de l'autre côté de la régie, trouver Dina avec toute son équipe, parce que maintenant c'est une équipe. Elle est assistée par beaucoup de monde pour nous envoyer le premier clip de la journée. Ça serait le clip de, je pense que c'est Robinho de Souza. Robinho de Souza. Évidemment. Je suis Robinho de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad, mon ingénieur Alexandre Tulo Le Gaucher. On y va! Mouroué Kodanta Kojantawa, Damleine Lungai Kojantawa, Damleine Dede Kojantawa, Damleine Lungai Kojantawa. Dam listen lungai baigre Dam listen deke sarwa Dam listen lungai zakawakwa Dam listen deke kuragwa Dam listen lungai ndangwa. Le président Denis des travaux publics, merci pour tout. Le général DJ Enoch 5 étoiles, Big Manager. Marceline Soudo et 7 by Colette, mes mamans chéries. Mouroué Kodamta Kojantawa, Dam Lesine Lungai Ngakongwa, Dam Lesine Lungai Ngamaigwa,
Damne Sineteke, Boulaïdoua. Costitinga, Tchad nouvelle dimension. DTA pour Project Tchad. Ivi Roulette, la dame de fer. La marraine. Barou Maganay. Damne Sinelungai, Gamagua. Damne Sineteke, Sarakabatua. Damne Sinelungai, Arabagu. Damne Sineteke, Tupurigua. Sylvain Alasra Tolbe, DG de Global Link International. Maman Notala Yvonne, pas d'identité. Uranium Solo, l'international Ngaro. Directrice Excellence Communication, Chérie Nakia Moussa. Mama yo, saburbo, saburma, mal saburba. Yo malema, piwa. Ne mali ibet mama ya shikita. Ay ba ya falsifiable motilé bayo. Dega ay ba ya plan. Ay ba ya. Ay ba ya. Bay groupe saladine. Achète le plantier. Mes amis personnels, Yaya les Matitolbe, 4 salles et petits informatiques, Yam Koide Alan. Apia, Boulot Anatole, Didier du Russe, Abdel Radifal, Nasdaq FM Liberté, le boss Ephraim Togasboy alias Sanka, Saburbo, Saburma, yo ahar mafia, yo ahar fibas romsa. J'ai compris que c'est comme c'est dans ton dialecte, voilà, tu es contente. Non, c'est pas ça, c'est juste la mélodie, le rythme, ça fait danser, ça réveille les nerfs et il le faut, on est le matin. Mais c'est aussi donc, ça le tchadien, il faut, parce que le tchadien c'est de l'original en fait. Moi, toutes les musiques tchadiennes me plaisent comme ça, parce que ce sont des musiques qui sont vraiment originales, il faut le dire. Non, tu vois, on est encore le matin et il y a la fatigue. Mais quand tu secoues, tu n'as plus besoin d'aller dans le salle de sport. Tu es déjà bien calé. Et puis voilà. Ah ouais, c'était bien. Roms, en tout cas, après avoir fait des mouvements pour permettre à tout un chacun de prendre une bonne position, déjà, nous saluons à M. Loum au passage, depuis sa position, il nous suit tranquillement. Nous allons prendre le bien-être et nous allons revenir. La césarienne est pratiquée lorsque la voie naturelle présente des risques pour le fœtus, pour la mère ou bien pour les deux. Et donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent nécessiter la réalisation d'une césarienne. On peut répartir ça en risque pour le fœtus, un risque pour la maman ou bien risque lié au travail d'accouchement lui-même. Alors pour l'enfant par exemple, on peut parler de la souffrance fœtale aiguë. La souffrance fœtale aiguë, c'est lorsque l'oxygène de la mère ne peut plus parvenir à l'enfant et il va présenter une souffrance et il risque de mourir si on n'intervient pas. Et donc ça peut faire l'objet d'une césarienne. Ça peut être la position de l'enfant. Lorsque
l'enfant est en position transverse, par exemple, alors il ne peut pas accoucher par voie basse, il faut réaliser une césarienne pour sortir l'enfant. Ou encore, il est gros, mais il est en présentation de siège, c'est-à-dire il est assis. Et là, le plus souvent, l'accouchement est laborieux. Et il peut quand même sortir, mais le plus souvent, l'enfant sort en état de mort apparente, où il sera peut-être le plus bête des enfants, des élèves. Alors, ça peut faire l'objet d'une césarienne. Ou bien il est gros de manière générale et le bassin ne peut pas le laisser passer. Ça, c'est une indication de césarienne. Et parfois, ça peut être une procidence du cordon, c'est-à-dire le cordon sort avant l'enfant. Et la tête qui va venir s'appuyer sur ce cordon va l'écraser. Et donc, l'enfant va mourir. Donc, on pose l'indication d'une césarienne. Et maintenant, pour ce qui est du côté maternel, c'est le bassin de la femme. Si le bassin de la femme n'est pas adéquat pour un accouchement, un bassin qui est rétréci, on indique une césarienne. Et il y a les grossesses multiples. Vous savez que de nos jours, parfois ce n'est pas facile qu'une femme tombe enceinte. Il faut peut-être certains médicaments pour stimuler un peu les ovaires et ça augmente le nombre de grossesses gémellaires. Et comme dans certains cas, il y a un accouchement, le premier est en présentation de siège et que le deuxième est encéphalique, s'ils sont dans la même poche, il y a risque que le menton des deux là s'accroche. Et quand les mentons s'accrochent, ils vont mourir tous les deux. Et on sera obligé quand même de faire une césarienne pour sauver la mère. Et donc, dans ces cas-là, pour ne pas que cela arrive, on peut indiquer une césarienne d'avance également. Et d'autres causes peuvent être maternelles, telles que l'épuisement maternel peut faire l'objet d'une indication d'une césarienne. Et en dehors de toutes ces causes maternelles et fœtales, il peut avoir un décollement du placenta qui est normalement inséré. C'est ce qu'on appelle hématome rétroplacentaire. Et s'il y a hématome rétroplacentaire, c'est une césarienne, il faut opérer vite pour sauver l'enfant. Sinon, il va mourir et la femme va beaucoup saigner. Et donc, c'est une urgence. Et un autre élément, c'est le placenta prévia. Ça veut dire que le placenta vient avant la présentation qui va accoucher. Et dans ce cas-là, le placenta ne peut pas sortir avant l'enfant parce qu'il va mourir. Et donc, il faut poser aussi l'indication. Donc, il y a plusieurs indications qui sont à l'origine des césariennes que nous réalisons. Merci beaucoup à Dr Atunta Chombi depuis Doba. C'est un gynécologue. Il est à Doba. Oui. Il a fait des points qui sont réels et qui émanent du domaine. Mais aujourd'hui, quand on essaie de voir un peu partout dans nos centres de santé, dans les hôpitaux, c'est difficile au fait. Oui, il faut le dire, c'est devenu récurrent ce phénomène. On voit que ce dernier moment, si une femme est enceinte et que d'un coup, quand on la met à l'hôpital, tout de suite les médecins demandent seulement la césarienne. On se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en temps, nos mamans devaient accoucher normalement, elles doivent attendre le délai normal pour accoucher, mais c'est donné temps un temps de mouvement, là on dit césarienne, un temps de mouvement, césarienne. On se demande mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors cette question, moi je me la pose toujours, tous les jours. Oui, mais là tu vois dans cet élément-là, le gynécologue a donné les raisons qui peuvent amener
un médecin ou bien un gynécologue a demandé à une femme de passer par la césarienne. Mais moi, la question que je me pose, est-ce dans la vie aujourd'hui, et surtout en N'Djamena, est-ce que toutes ces observations sont prises en compte avant qu'on puisse soumettre une femme à la césarienne? Parce que la césarienne a ses conséquences. Beaucoup. Ouais. C'est le moment le plus délicat. La césarienne, tu vois, c'est vraiment délicat. Et donc, si jamais les médecins ne prennent pas le soin d'observer toutes ces observations dont l'autre vient de le faire, je pense que c'est ça qui, quelquefois, aboutissent à des fins douloureuses qu'on connaît. Voilà. Et donc, le taux de mortalité. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas pour dire qu'on les accuse non, on ne les accuse pas, mais voilà. on leur demande juste de prendre en compte tous ces aspects-là avant de pouvoir soumettre une dame à une césarienne. Moi, je me souviens, il y a une sœur qui, à peine arrivée à l'hôpital, on demande déjà la césarienne, on soumet le mari à signer des papiers, des documents et tout, on l'a amenée au bloc. Et quand son gynécologue qui la suivait pendant le déroulement de la grossesse est arrivé, le gars a éclaté. Il a dit non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on a fait opérer cette jeune dame? Il faut dire qu'elle n'avait que 24 ans. Et c'est lui qui a fait le suivi de la dame jusqu'aujourd'hui. Il a effectué juste un déplacement. La dame a eu quelques malaises. On devrait au moins recontacter son gynécologue qui la suivait. Pour avoir les orientations et puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais on a soumis la dame à une opération qui l'a vraiment coûté, il faut le dire. C'est ça le problème. Moi, quelquefois, je vois comme si, entre guillemets, et c'est comme si c'est l'aspect financier qui, quelquefois, préoccupe beaucoup ces hôpitaux-là qui nous excusent. Mais voilà, entre guillemets, c'est nécessaire de le dire. Il ne faut pas seulement voir le côté financier, mais il faut d'abord voir la vie de la personne. Parce qu'on ne peut pas demander la césarienne juste parce qu'on va avoir, disons, 200 000, on doit demander 200 000 ou 150 000 pour le faire. Voilà, donc nous sommes désolés, mais il faut le dire. Oui, Rams, il est 7h49. On va prendre les actualités d'ici et d'ailleurs. Après plusieurs décennies de loyaux services rendus à la patrie, 78 officiers de l'armée de l'air tirent leur révérence. Leur état de service, marqué par l'engagement, la discipline et le sens du devoir, ont été salués à l'occasion d'une cérémonie officielle d'adieu organisée en leur honneur par le haut commandant de l'armée de l'air. Prenant la parole au nom des récipiendaires, le colonel à la retraite Mohamed Abdoulaye Moussa a exprimé avec une profonde émotion la gratitude des anciens officiers envers la hiérarchie militaire. Selon lui, cette cérémonie représente un geste de reconnaissance significatif à l'égard de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour défendre l'intégrité du territoire national. Jour pour jour, des décennies ont été écoulées et voilà aujourd'hui 77 aviateurs ayant pris le train commun pour une destination commune qui s'appelle servir la nation sont arrivés en fin de parcours. C'est un chemin dur, rugueux, tortueux, plein d'éléments. Mais on ne peut rien forger pour y arriver à ce qu'on appelle le destin. De son côté, le général de corps aérien Amin Ahmed Idriss a rendu un vibrant hommage à ces hommes désormais anciens collaborateurs, saluant leur bravoure, leur sens du sacrifice, leur contribution au renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de l'air tchadienne. Conformément au texte en vigueur dans l'armée nationale tchadienne, le chef d'état-major général des armées a signé des attestations de cessation de service et de somme. C'est pourquoi plusieurs militaires des forces de défense et de sécurité ayant atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Conformément au règlement en vigueur au sein des forces armées de sécurité, des certificats de service ont été officiellement signés et remis aux intéressés. La cérémonie s'est clôturée par la remise solennelle d'attestation de reconnaissance en présence de parents, amis et frères d'armes venus partager ce moment mémorable.
Un matin ordinaire devant les guichets de la Caisse nationale des retraites du Tchad, CNRT. Une foule silencieuse s'étire sur des dizaines de mètres. Des corps fatigués, des mains tremblantes, agrippées des dossiers erronés. Ces personnes âgées, jadis garantes de l'administration publique, viennent réclamer leur dû. Pour certains, cela fait plusieurs mois qu'ils n'ont perçu aucune pension. D'autres désespérés se voient contraints de motiver certains agents pour accélérer la procédure. Une corruption insidieuse, symptomatique d'un système profondément défaillant. La CNRT, censée être l'incarnation de la reconnaissance nationale, cristallise aujourd'hui les frustrations. Engluée dans des difficultés financières récurrentes, son incapacité à honorer ses engagements suscite une vague d'interrogations. Qu'est-il advenu des cotisations prélevées durant des décennies? Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à assainir durablement ce système? Le silence officiel alimente le soupçon et l'amertume. Certes, les autorités évoquent des audits internes, de réformes structurelles ou encore la digitalisation des fichiers, mais sur le terrain, la situation demeure inchangée. La majorité des retraités vivent dans l'angoisse de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires, de tomber malades sans couverture médicale, voire de s'éteindre dans l'oubli. Les femmes retraitées et veuves, pour la plupart, sont les plus vulnérables. Dépourvues de toute protection sociale adaptée, elles survivent dans un isolement cruel. À l'échelle institutionnelle, les spécialistes sont unanimes. Le système est obsolète, inéquitable et mal gouverné. L'inefficacité chronique, les lenteurs administratives et l'opacité dans la gestion des fonds alimentent une défiance généralisée. Des voix s'élèvent pour réclamer un changement radical, la mise en place d'un revenu minimum garanti, la réforme en profondeur du mécanisme de prévoyance sociale ou encore une gouvernance plus transparente. Ces pistes, bien que régulièrement évoquées, peinent à se traduire en actes concrets. Selon les sociologues et les syndicalistes, cette situation illustre une rupture inquiétante du contrat social entre l'État et les anciens serviteurs, un signal d'alarme pour ces jeunes générations de fonctionnaires. Garantir une retraite digne à celles et ceux qui ont construit la nation n'est ni une faveur ni un privilège. C'est une exigence morale, sociale et politique. C'est aussi un marqueur du respect que la République accorde à ses bâtisseurs. Reléguer la question des retraites à une variable ajustement budgétaire serait une faute historique. Le redressement du système doit être rapide, structurel et durable. À l'heure où le Tchad aspire à se reconstruire institutionnellement, rendre leur dignité aux retraités est un acte fondateur de la refondation nationale. Ces débats ne sauraient se limiter à une vague émotionnelle. Il doit être le socle d'un engagement ferme, lucide et durable en faveur d'un nouveau pacte républicain, celui d'une retraite digne, juste et respectueuse. Car servir l'État ne devrait jamais être synonyme de souffrance, mais bien de reconnaissance. L'atelier qui s'est tenu ce jour a pour objectif de sensibiliser l'opinion et les décideurs publics sur les causes et les effets du changement climatique sur le quotidien des citoyens ainsi que les stratégies d'adaptation. Loin des débats théoriques, les discussions ont mis en lumière les impacts vécus par les communautés en s'appuyant sur des études de terrain et des témoignages. L'apport des résultats de cette recherche déterminera, à n'en point douter, la réponse des décideurs au choc du changement climatique. De cette enquête transcende largement une simple compilation des statistiques. Elle incarne la voix authentique de nos concitoyens, nous relevant leurs perceptions les plus intimes, leurs attentes, leurs défis quotidiens, mais surtout leurs espoirs inébranlables pour un avenir meilleur. Il nous incombe, à nous chercheurs et universitaires, de porter cette voie précieuse avec la plus grande rigueur scientifique et une responsabilité exemplaire. Le professeur Amanta Tolum, vice-président de l'Université d'Injamena, qui a pris part de cette séance de restitution, a décliné le rôle que joue le domaine des recherches dans la société. Il a également marqué l'engagement de son institution quant à la prise en compte des résultats de cette recherche pour le bien de la population. À travers cette initiative, donc, notre université se positionne comme un espace de dialogue, de réflexion et surtout de proposition. Il ne s'agit pas seulement de produire des données, il s'agit d'en faire surtout des outils d'aide à la décision,
des vrais leviers d'action pour renforcer la gouvernance, la participation citoyenne et le développement durable de notre pays. L'Université de N'Djamena, fidèle à sa mission de production, de transmission et surtout de valorisation des savoirs, s'engage résolument à soutenir la recherche appliquée, l'innovation et la contribution au développement national. Cet atelier de dissémination a souligné une fois de plus que le Tchad, bien qu'étant un contributeur marginal aux émissions de gaz à effet de serre, en subit les conséquences de plein fouet. D'après les données de l'enquête, 87% de la population pense que les pays riches devraient prendre des mesures urgentes pour atténuer le changement climatique et 91% pensent qu'ils doivent financer le Tchad à faire face aux impacts de ce phénomène mondial. Dans les arrière-cours de certains domiciles en N'Djamena, des cages discrètes abritent quelques volatiles. Une activité modeste, pratiquée dans l'ombre, loin du tumulte des marchés, loin aussi de l'ampleur que connaît l'aviculture dans les autres pays africains. L'élevage de basse-cour, c'est l'élevage familial qu'on fait chez soi. Et bien souvent, c'est pour le besoin de prestige et autres. Mais on se rend compte que si on le fait de manière professionnelle, moderne, c'est une activité de grande envergure qui peut nourrir son homme. Contrairement à l'élevage professionnel ou industriel, ici, on élève quelques dizaines de têtes pour l'autoconsommation ou pour vendre dans le voisinage. C'est une activité à petit cheptel, mais avec un potentiel immense. Le Tchad, malgré sa tradition pastorale et l'importance de l'élevage dans son économie, reste en retrait dans la production avicole. Et pourtant, la demande en viande de volaille explose dans les centres urbains. L'importation massive, hausse des prix, l'insécurité alimentaire, autant de signaux qui plaident pour un renforcement de la production locale. Bientôt 4 ans, j'ai commencé déjà de manière modérée et puis progressivement, ça a pris de l'ampleur. J'ai commencé d'abord pas par l'élevage, mais par la cuniculture, l'élevage des lapins. Et puis après, j'ai diversifié et je me suis beaucoup plus plu à l'aviculture, l'élevage de basse-cour. Donc voilà, j'ai diversifié en élevant par exemple les poules, les coqs, les brahmas, les godias qui sont des races, et puis les cailles, les pigeons. L'aviculture est un domaine porteur. Il faut encourager les jeunes à s'y intéresser. Le Tchad ne produit pas suffisamment de volailles. Nous devons changer cela pour répondre à la demande croissante et lutter contre l'insécurité alimentaire. En dépit de son importance stratégique, le secteur avicole tchadien fait face à des défis de taille. Pourtant, avec des politiques adaptées, l'élevage de volailles pourrait devenir un pilier de l'économie nationale et un outil de résilience face aux crises alimentaires. Relancer l'aviculture au Tchad, c'est non seulement répondre à la demande croissante, mais aussi contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Encore faut-il les efforts soient conjugués entre acteurs privés et pouvoirs publics. L'usage abusif des substances psychoactives, en particulier l'alcool frélaté et le tabac, représente une menace sanitaire majeure. Consciente de cette réalité, la Croix-Bleue tchadienne, en collaboration avec le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, entend sensibiliser les catégories sociales les plus exposées, dont les conducteurs de transport en commun. Ces derniers jouent un rôle clé dans la sécurité des usagers et leur comportement a un impact direct sur la santé publique. Selon la docteure Nenodi Mbairo, coordonnatrice du programme, le choix porté sur les chauffeurs de bus répond à une logique préventive, fondée sur les risques élevés d'accidents liés à la consommation de substances alérantes, la vigilance. Au vu des conséquences, surtout par rapport à l'exposition à la fumée du tabac, si nous ne travaillons pas avec des conducteurs, alors, dans l'urgence, ils peuvent également fumer lors des conduites. Et ça peut exposer des milliers et des milliers de personnes. À son tour, le docteur Ndekem Aristarque a rappelé que l'alcool frélaté et la fumée du tabac renferment des composants chimiques hautement toxiques, susceptibles de provoquer des maladies chroniques graves. La consommation de ces substances a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. Cela a des conséquences sur le cœur, qui va développer des maladies cardiovasculaires.
va développer également des maladies neurologiques, à savoir l'accident cardiovasculaire, qu'on appelle communément l'AVC. Du point de vue juridique, la législation tchadienne interdit strictement la consommation de tabac et l'exposition à sa fumée dans les espaces publics. La justice également a contribué à l'élaboration de la loi 10 portant répression de la consommation de l'alcool dans les lieux publics. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention a salué cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de renforcement de la couverture sanitaire et de protection des populations contre les facteurs de risque évitables. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, sensibilise inlassablement plusieurs cibles, notamment les enseignants, les élèves, les étudiants, et aujourd'hui nous sommes avec les responsables des transports publics. L'atelier vise à armer les conducteurs d'outils de compréhension pour mieux cerner les dangers liés aux produits frélatés et réduire l'exposition passive à la fumée du tabac. Un engagement ferme pour une société plus saine et plus responsable. Du 1er au 7 août, soit 7 qui sont consacrés à la célébration de la Journée mondiale de l'allaitement maternel exclusive. Le lait maternel est un aliment complet qui permet de nourrir les bébés jusqu'à l'âge de 2 ans. À travers cette commémoration, les spécialistes de santé sensibilisent les femmes allaitantes sur l'importance de la pratique de l'exclusivité de l'allaitement maternel. Pour le nutritionniste Dombaï Datolum Victoire, donne plus de précisions sur l'allaitement maternel exclusif. Il faut que les enfants consomment uniquement le lait maternel et à partir de 6 mois vers le haut, on peut ajouter des compléments alimentaires comme la bouillie enrichie. Les mères allaitantes, parfois manquées d'informations, associent d'autres aliments aux nouveau-nés. Pour le nutritionniste, il n'est pas seulement conseillé aux femmes de donner le lait de nido aux nourrissons. À partir de moins d'1 an, l'enfant n'a pas besoin de nido. Le nido n'est pas adapté parce que le nido peut créer donc d'autres infections. Allaiter exclusivement les enfants à partir donc de 0 à 6 mois à l'âge de 2 ans. Il appelle les mères à allaiter exclusivement les bébés pour leur survie et pour une bonne croissance. Créée le 5 août 2000, la radio FM Liberté fête aujourd'hui ses 25 ans dans la sphère médiatique tchadienne. Cette station de référence qui fait la différence défend sa ligne éditoriale qui consiste à défendre les droits humains. À l'époque où la peur muselait encore bien des rédactions, cette station a constitué une tribune aux sans-voix, aux opposants et aux citoyens ordinaires. 25 ans après son existence, la radio FM Liberté rencontre d'énormes difficultés, que ce soit en matière financière ou matérielle, ou même pour les grands reportages, a relevé le coordonnateur général de cette station, Djekourminga Kautar Lazare. Nous sommes une radio et nous émettons en FM, mais notre souhait, c'est de voir la FM Liberté couvrir tout le Tchad. Donc voilà le grand défi. Mais les difficultés sont aussi là. Même présentement, nous avons beaucoup de difficultés, surtout pour les moyens financiers et les moyens matériels. Étant une radio privée à ouvrir ses portes à la population, la FM Liberté a su éduquer, sensibiliser et ouvrir un espace au débat contradictoire malgré ses moyens limités. Selon son coordonnateur général, la radio compte faire encore plus. Elle envisage conquérir l'espace numérique afin que toute la population tchadienne ait l'accès à l'information. L'ambition, elle est là. Mais même avec la radio, on n'arrive pas à couvrir le Tchad et installer une télévision, comment on va faire?
Parce que la télévision, il faut se déplacer pour les prises des images. À l'occasion de cette célébration, les journalistes et collaborateurs qui existent au sein de cet organe, anciens comme nouveaux, ne cachent pas leur satisfaction pour ce que cette station a fait en si peu de temps dans la vie socio-politique du pays. On est confronté à tous les problèmes et c'était aux premières heures où on faisait les premiers pas au niveau de la démocratie. Et FM Liberté a tenu tête au pouvoir. Ce que j'appelle tenir tête, c'est quoi? C'est savoir dire non quand c'est non. Moi j'ai fait 20 ans, ça veut dire 5 ans après la création, j'ai déjà intégré la radio Liberté et cette radio m'a beaucoup donné. Maintenant, quand je passe n'importe où, on m'appelle Mangue, ça c'est grâce à la radio. En célébrant ses 25 ans, FM Liberté rend hommage à ses équipes, à ses auditeurs, mais aussi à toutes celles et ceux qui, au fil des années, ont fait le pari de croire en une information indépendante pour joindre l'utile à l'agréable. La coupe de gâteaux d'anniversaire et le partage des rafraîchissements ont mis terme. Joyeux anniversaire à la radio des 100 voix, la FM Liberté. Voilà, merci à l'équipe de la rédaction qui vient de nous mettre dans le beurre des actualités d'ici et d'ailleurs. Nous leur disons une fois de plus encore merci. Et là, nous sommes de retour à ce plateau de IMATE pour continuer notre émission matinale. Voilà, ceci nous a permis également de recevoir à ce plateau Madame Diana Nepi-Dimbaye qui est avec nous ici. N'est-ce pas, Larissa? Oui, Madame Nepi-Dimbaye, mais avant cela, j'aimerais bien souhaiter également joyeux anniversaire à la radio FM Liberté qui met beaucoup de gaieté dans le cœur de la population tchadienne. Bonjour et bienvenue, Madame Nepi-Dimbaye Diana. Merci, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va comme tu veux. Oui, ça va comme je veux. Non, c'est sûr. C'est très sûr. D'accord. Bon, le reste, on va se dire après. Tu vas me dire. Ok, si vous permettez, on a quelques réactions sur la page Facebook. On a Merci Mbaye Naïsem qui dit excellente journée à vous. Nous disons aussi merci. On a Paulin Diondo, le Maïba. J'espère que je ne me suis pas blessée. Il faut bien prononcer le nom là. Paulin Diondo, le Maïba. Ça serait plutôt Diondo. La suite. L'homme, hein? La suite. C'est Diondo qui, j'ai pas bien compris. Mais vous discutez le nom des gens même. Il dit bonjour, excellente journée. Nous lui disons merci. Il y a Dina Love Minga nous dit bonjour, bonne émission à vous, mais personne. Merci beaucoup, la bosse. Il y a Adelph Ngakutu qui dit ça fait longtemps, hein? Voilà, ça fait longtemps que vous nous avez abandonnés depuis le Maroc, Adelph. Coucou à vous également. Ils sont nombreux, hein? En tout cas. Merci d'être de notre et voilà, nous poursuivons tout doucement comme Roms l'a dit, notre deuxième numéro de la semaine. Il y a la dame Diana. Elle dit, elle va nous parler de crédit. À qui est-ce que ça profite? Est-ce les banques? Est-ce la clientèle? Effectivement. Okay. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu sur cette question-là, l'octroi des crédits bancaires que les banques octroient aux clients. On se pose la question de savoir à qui cela profite réellement. Est-ce aux clients ou bien c'est à la banque? Parce que généralement, on constate que les clients prêtent ces crédits et quand il faut maintenant rembourser à échelon, ils se plaignent. Pourtant, l'objectif principal qui les a motivés d'aller demander ces prêts bancaires-là sont là. Et quand ils se plaignent, on se demande pourquoi se plaignent. Parce que sont partis, ce n'est pas quelqu'un qui les a obligés d'aller prêter ces crédits-là. Mais à la fin, on se plaint, on se demande pourquoi ça. Et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. D'abord, quand on part vers les banques pour demander les crédits, il faut d'abord un motif bien précis. Et puis voilà. Par exemple, en cette période où les inscriptions, les réinscriptions ont commencé, les banques même des fois font des publicités, vous pouvez venir prêter et rembourser après. Les parents qui n'ont pas de moyens suffisants, par exemple, en cette période-là, pour inscrire les enfants à l'école, peuvent demander le crédit scolaire, la banque octroie, mais vous allez payer.
ceux qui veulent construire, par exemple, ceux qui veulent envoyer des autres faire des études supérieures hors du pays, ou ceux qui veulent également acheter des terrains, en bref, pour des projets personnels. Mais maintenant, ils prêtent ça, et puis les clients entrent en possession de ces fonds. Mais maintenant, le gros souci, ça vient au moment de rembourser. D'autres qui prennent ces crédits-là partent injecter dans les projets surtout. Et quand ce projet-là ne donne pas quand il le faut, ou bien quand le rendement n'est pas comme on le souhaite, et en ce moment précis, le banque aussi a son temps qu'il t'a donné où il veut récupérer son argent. C'est sur une année, 3 ans. Effectivement, ça dépend du montant que tu as à demander et avec le taux d'intérêt bien précis. Maintenant, il faut rembourser. Mais pour rembourser avec ce taux d'intérêt-là, ça pose problème. Et d'autres sont seulement que des fonctionnaires d'État où quand la banque commence à soutirer son argent, il se retrouve avec les miettes qui ne couvrent pas les charges complètes de la famille. Ou quand les autres membres de la famille viennent me demander de l'aide, ils disent que moi je suis sous crédit, je ne peux pas vous venir en aide. Et ça devient également notre source de problèmes au sein des familles, parce que la famille sait que toi tu travailles mais tu n'interviens pas. On ne comprend pas, oui. Pourtant toi tu sais le poids que tu portes, tu as prêté des crédits quelque part, mais le remboursement te pèse énormément. Et ça aussi, on peut soulever la question de gestion de ces fonds-là. Parce que souvent, quand on nous donne ces crédits, c'est pour investir quelque part ou bien pour faire quelque chose de bien précis. Mais vous savez aussi que l'argent, on dit souvent que l'argent, c'est un diable. Quand tu as déjà en main, d'autres idées, d'autres projets viennent se greffer également à ton projet initial. Et là, c'est compliqué. Tu dilapides un peu par-ci, par-là. Et tu ne te retrouves pas à la fin. Soit tu fais ce que tu as à faire, mais le reste, au lieu de garder par exemple, ou d'aller reverser dans son compte quelque part pour que le mois vienne, même si la banque soutient dans tes frais que l'État te donne chaque fin du mois, tu as aussi à côté là où tu peux gérer. Tu ne le fais pas, tu pars, tu dilapides dans les alcools ou bien autre chose qui ne t'arrange pas. Et après le moment de payer, tu pleurniches. Et là, c'est compliqué. Et c'est un peu de ce phénomène-là que ce matin, nous aimerons bien en discuter. Ok, la première question qui me vient à l'esprit quand vous avez parlé de la gestion des fonds qu'on prête à la banque pour injecter quelque part. Parfois, on dit c'est pour la scolarisation des enfants. Bien sûr. Mais quand on part acheter un terrain. Oui. Un terrain vierge. Là aussi, c'est un gros souci. Un terrain vierge, ça veut dire que le terrain doit être encore construit. Bien sûr. Et entre-temps, la banque nous attend déjà à payer, à rembourser ces frais avec un taux d'intérêt. Et il y a aussi les enfants qu'il faut inscrire maintenant à l'école. Et puis, on n'a plus d'argent. C'est là où il est préférable de ne pas prêter l'argent pour injecter dans certains projets. Parce que ce n'est pas tous les projets qu'on a besoin d'aller voir à la banque. Par exemple, inscrire les enfants à l'école, les parents savent que septembre déjà, c'est le moment d'inscrire les enfants à l'école. Donc, dès que les enfants ont eu les grandes vacances, on peut en ces temps-là garder un peu l'argent à côté pour que le mois venu, qu'on puisse inscrire les enfants à l'école et n'ait pas fait recours à ces banques-là. Parce qu'on sait très bien que le taux d'intérêt est souvent élevé. Ou soit, il y a des parents qui font également des tontines. Pourquoi pas attendre en septembre ou en octobre pour entrer en possession ou bien demander à la personne qui nous suit ou bien qui vient avant nous de nous donner en ce moment précis pour injecter l'argent de notre tontine quelque part que d'aller voir les banques. Acheter des terrains, construire des terrains, c'est bien. Si nous sommes capables, si nous sommes sûrs que le moment venu, on peut payer sans souci. Ou si nous sommes sûrs aussi d'avoir d'autres sources de revenus qui peuvent nous aider également à rembourser ces crédits bancaires-là. Sinon, est-ce que les enfants à l'école, acheter des terrains, construire, c'est bien parce que c'est difficile. La majeure partie de la population fait recours aux banques pour pour réaliser ces projets-là, mais personnellement, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas
prêter l'argent et injecter dedans. Par exemple, peut-être s'il y a des projets d'urgence, où on veut, par exemple, évacuer quelqu'un quelque part pour aller le faire soigner, ou bien quand quelqu'un tombe malade et qu'on vient l'argent en urgence pour faire l'opération sur place et qu'on sait qu'on n'a pas d'argent ou la famille est dans l'incapacité de nous aider, là, on peut aller faire recours très vite aux banques pour pouvoir résoudre la situation. Mais si on sait que c'est un projet qui est mis sur pied, un projet, on réfléchit, on cherche des moyens par-ci, par-là. Je préfère que le mieux est qu'on se donne nous-mêmes pour avoir notre sous propre et faire. C'est bien que les banques vont dire que non, il faut venir parce que ça va aller vite, tu ne vas pas te tracasser et le taux d'intérêt est insuffisant. Et ils vont vous dire ça que c'est insuffisant. Ouais. Mais quand tu t'assois, tu calcules, toi-même tu te rends compte que c'est comme si tu as payé la moitié de ce qu'on t'a donné. Pourtant, l'argent là même, tu ne vois même pas là où c'est parti. Moi, donc c'est très compliqué. Il y a un souci à ce niveau parce que quand on va pour faire un prêt auprès de la banque, le taux d'intérêt, ça va selon le projet présenté. Effectivement. Si c'est pour la scolarité des enfants, le taux d'intérêt, quelquefois, c'est en baisse, hein, il faut le dire. Oui. Si c'est pour d'autres projets, où la banque sait que ça va vraiment, disons, dans les projets où tu veux aller investir dans un commerce quelconque, ça aussi, le taux d'intérêt va selon les projets. Mais quand tout à l'heure, en vous écoutant, vous expliquez que les clients se plaignent, ils doivent se plaindre de quoi? Parce que c'est là où je ne comprends pas. Si on va pour faire ces prêts, c'est des comment on appelle ça? C'est des choses bien claires, bien signées. Ça doit se payer dans tel délai précis. Mais à quoi alors on doit encore se plaindre? Est-ce que c'est la banque qui veut les harceler avant le délai ou c'est le comportement de la clientèle? Ce n'est pas le harcèlement de la banque. Ouais. Parce que la banque te donne, en fait, c'est toi-même qui viens signer. Ouais. Quand tu prends l'argent, tu viens, tu signes et puis tu sais que tu dois payer tel taux d'intérêt. Mais le problème qui se pose est que la majeure partie de la population ne se rend pas compte du taux exact qu'ils doivent payer. Par exemple, je gagne 100 000. Ouais. Je prends un prêt bancaire où chaque fin du mois, la banque me soutient 60 000. Ouais. Je me retrouve avec 40 000. Ouais. Je dois m'occuper de ma famille. J'ai mes besoins personnels. Ouais. Je dois... Et à la fin du mois, je pars chercher mon argent. Je me retrouve avec 40 000. Je dis, mais comment 40 000 ouais. Pourquoi tu as signé quelque part sans te rendre compte? Tu ne sais pas combien on te soutient. Mais est-ce qu'il n'y a pas des informations préalables qui doivent... Ce n'est pas aux banques de te donner ces informations préalables. Toi, tu as ton argent. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils demandent le garant. Ouais. Parce qu'ils savent que toi, tu es fonctionnaire. Ouais. Ils savent d'où ils vont aller prendre leur argent. Que tu donnes ou pas, ce n'est pas leur problème. Prendre, ouais. Maintenant, toi, tu sais que tu as un revenu qui ne te permet pas de couvrir même tes charges. Tu sais très bien. Mais tu pars, tu prends maintenant ce crédit bancaire-là. Et chaque fin du mois, quand on te soutient, tu te retrouves avec 40 000 à la maison. Bon, les budgets de la maison commencent à diminuer, tu as tes besoins, tu n'arrives pas à tout faire. Et maintenant, tu te dis que les banques là même, comment ils peuvent me faire ça? Parce que. Et quand il y a aussi des cérémonies dans la famille ou bien les autres membres de la famille viennent te demander de l'aide, tu es dans l'incapacité de venir en aide. Et là, on commence à parler par-ci, par-là, parce que eux là même, ils donnent des crédits bancaires, mais après là, ils nous soutiennent notre argent, on ne sait même pas comment ils font. Mais c'est pour ça, moi je me dis, il faut ça pour que la banque vive. Ouais. Parce que si tu viens, tu empruntes. Effectivement. Et que l'autre vient aussi, c'est vous les mêmes là qui attendez à la fin du mois pour que la banque puisse encore vous payer. Mais la banque, elle vit de quoi? Voilà. Parce que, par exemple, si on te dit, 1 an, vous devez me rembourser mes 2 500 000 ou bien mes 3 millions. Toi, tu ne sais pas combien tu gagnes. Toi, tu veux, l'argent pour toi, c'est ce que tu en mets tout de suite là qu'on te donne. Tu es content. Mais ton argent, tu ne sais pas combien on soutient là-bas. Okay, tu sais, moi, oui. Je dis, à ce niveau, c'est d'abord un problème de manque d'informations précises. Dès l'entame de signature, des accords, on peut appeler ça comme ça, entre guillemets. Oui. Mais aussi, il faut également signaler que c'est la mauvaise foi. De qui? De la banque ou bien de la clientèle? De la part de la clientèle. Parce que je sais que je suis allé emprunter 3 millions. Oui. Que je dois payer dans 5 ans. Oui. Et que je gagne 100 000 francs. J'ai conscience que dans mes 100 000 francs, là, je dois au moins donner quelque chose à la banque jusqu'à atteindre. Tu as 100 000, tu prends un prêt de 5 millions. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple. Le problème est que, comme tu as soulevé, c'est le problème de... Non, le problème, c'est que, entre-temps, les peu qui doivent me rester, c'est-à-dire dans les 100 000 francs, quand la banque va retirer, si je suis un agent de l'État, et le peu qui doit me rester, c'est avec ça là que je dois me contenter pendant les 5 ans.
Et c'est en ce moment-là que le problème commence. Parce que je vois mes charges réduites, je suis dans l'incapacité de me prendre en charge, c'est compliqué. Mais c'est simple, il faut revoir les charges à baisse. Il faut revoir les charges. Il faut revoir en charge, c'est là où... Pendant les 5 ans, bien sûr. Oui. Mais si on veut vivre toujours dans les mêmes charges... Oui. Avec les 100 000 francs, pourtant tu as déjà pris 5 millions de quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin d'argent, d'aller inscrire ses enfants à l'école. Sinon, ses enfants n'auront pas l'accès à cet établissement-là. Et que quelqu'un veut lui dire que non, va dans telle banque, on va te prêter l'argent. Moi, j'entends qu'on va me prêter l'argent. Ah, je suis tout à fait excité, je parle, il me faut l'argent là, sans prendre un temps de réflexion. Est-ce que combien on va me prendre, ça va me rester combien? Parce que ces enfants vont aller à l'école, il faut le petit déjeuner, il faut les goûter, il faut les tenues, il faut. Mais à la fin, je m'assois, quand je commence à percevoir mon salaire, je me rends compte que non. L'affaire là, c'est compliqué. Je ne me retrouve plus avec ce que l'État me doit. Et maintenant, quand je dis que oui, la banque soutient, et puis c'est pour combien de mois? 1 an, ou bien 9 mois, ou bien 8 mois. Et là, ça chamboule tous les autres projets que j'ai. Diana, est-ce qu'on ne peut pas aller sur la base où si je gagne 350 000 le mois, et que c'est la rentrée, j'ai 4 enfants qui doivent fréquenter un établissement qui va me coûter 50 000 par personne. Est-ce que je ne peux pas aller prendre un prêt qui va juste avec mes moyens, que je pourrais payer pendant une année, en attendant de me relancer l'année prochaine? Là, c'est ceux qui comprennent. Ceux qui comprennent, ils vont juste se contenter de leur salaire, ils vont s'asseoir faire des calculs. Là, c'est parce que toi, tu... Vous me rejoignez parce que si on ne comprend pas la chose, pourquoi aller se jeter dedans? C'est ça le problème. C'est le manque d'informations au préalable, comme tu l'avais souligné. Mais moi, mon problème ici, est que c'est vrai que ça aide ceux qui prennent et savent investir. Ça aide. Là, nous sommes d'accord sur ce point. Mais maintenant, d'autres catégories de la population qui, eux, ne prennent pas le temps d'étudier le comportement des banques, comment eux soutiennent l'argent là, le taux d'intérêt, mais ils ne s'assoient pas pour bien calculer. Et maintenant, le moment de rembourser, ils plénichent. Là, c'est un problème. Soit tu gères avec ton salaire, tu fais des tontures, même si c'est toi-même qui peux garder ton argent à la maison. Tu gardes pour que le moment venu, tu puisses investir. Soit tu ouvres même ton compte bancaire quelque part, où tu pars, tu gardes ton argent là-bas, et puis le mois venu, tu fais sortir ton argent pour investir dans la scolarité des enfants ou bien faire tes projets. Mais n'est pas aller prêter l'argent à la banque et après venir que ça devient tout un autre problème. Moi, je trouve que si on doit revenir à la question principale, qui est de chercher à savoir à qui ça profite surtout ces crédits bancaires. Oui. Pour revenir à la question principale, on dit les deux. Oui, c'est les deux. Les deux. Mais moi, je trouve le plus bénéficiaire, c'est la clientèle. Non, c'est pas la clientèle. Moi, je dis que c'est pas la clientèle. J'explique. Oui. Tu n'as rien. Oui. À ce moment-là. Oui. Mais tu es dans un besoin si grand. Tu veux résoudre. Oui. Et puis, la banque te donne. Tu as tout le temps, tu as fait tes besoins. Tu rembourses tout. Donc, pendant ce temps, c'est toi qui es le plus bénéficiaire. Non. La banque aide juste à la clientèle de résoudre un problème pressant du moment. Le problème en est que quand tu prends ces sous-là, tu dilapides rapidement. Mais après, tu te rends compte que le taux d'intérêt que tu payes, c'est beaucoup. Et puis, si toi-même, tu restes quelque part, tu fais tes calculs, tu investis doucement pour pouvoir réaliser ce projet-là. C'est mieux que d'aller chercher les prêts bancaires au niveau des banques. Donc, c'est eux qui gagnent plus que les clients. C'est vrai que ça aide à soulager, du coup, un problème d'urgence, mais le véritable bénéficiaire, ce sont les banques. Donc, il faut faire très attention. C'est bien d'aller prêter, mais avec réserve. Et puis également, on a soulevé ici la question de gestion de ces fonds-là. Si tu sais que c'est pour investir quelque part où ça peut également te rapporter des bénéfices, là, c'est bien. Mais d'aller juste prendre, dilapider dans les choses qui ne vont pas t'arranger et après, tu vas te retrouver à payer des taux d'intérêt qui te dépassent, là, moi, je déconseille cela. Ok, merci beaucoup à Nepitima Diana qui attire déjà l'attention des parents parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Donc il faut vraiment réfléchir
avant d'aller Effectivement. emprunter. Et surtout avec le nouveau système pour les fonctionnaires. Oui. Avec le nouveau système, il faut passer par le ministère des Finances, il faut passer par la solde, faire les tours et les tours. Alors là, si tu n'es pas courageux, tu laisses tomber, tu te concentres, tu payes la scolarité des enfants par tranche. Et puis bon, basta, tu passes à autre chose. Merci beaucoup, Diana, d'être passée. À moi de vous remercier. Merci. Roms, on va raccompagner Diana avec une capsule qui vient de Pala. On sait qu'elle a fait une tournée vers le sud. Voilà, donc on va la raccompagner avec une capsule. Ça m'énerve de la population de Pala. Ce qui m'énerve trop, il n'y a pas de route. On est désenclavé. Même si pour aller au village, même tu ne peux pas. Même au quartier, ici en ville, tu ne peux pas. C'est ça qui m'énerve beaucoup. Et l'électricité. On n'a rien. C'est ça qui m'énerve beaucoup. C'est l'état de nos routes. Ouais, la mairie fournit un grand effort, mais beaucoup reste à faire en ce sens qu'il n'y a pratiquement pas de bonnes routes. Les routes sont pratiquement dégradées et notre commune n'a pas de moyens suffisants, surtout des moyens logistiques, des engins lourds pour entretenir ces routes. Donc je pense que si ces autorités nous suivent, il faut qu'elles s'investissent à octroyer des engins lourds à cette commune de Pala. Parce que ce qui nous manque ici, ce sont les engins lourds pour entretenir nos routes. Et là, moi, en tant qu'habitant de Pala, ça me met très mal à l'aise. Quand je sors, il n'y a pratiquement aucune route praticable. Ce qui ne nous plaît pas là, c'est que les hommes politiques nous ont trompés avec leur goudron là, depuis combien d'années, on ne sait pas, ça traîne, et que il n'y a pas la sécurité en tant que telle aussi dans la ville de Pala. Et ce qui est encore plus qui ne nous plaît pas, c'est que la vie est chère. Mais il n'y a pas une autorité qui peut parler sur ce qui se passe ici à Pala, qui même prend sa décision, qui donne le prix qu'il veut, et finalement, on est où même, on ne sait pas. Donc c'est ce qui nous déteste un peu à Pala. Le truc qui m'énerve à Pala, c'est les jeunes. Surtout nous les jeunes. Surtout nous les jeunes. Nous ne voulons pas cohabiter. Ah, les gars, s'il dit il est zimé. Ah, les gars, s'il dit il est mouna. Ah, les gars, s'il dit il est arabe. Nous ne voulons même pas cohabiter. Et on dit cohabitation pacifique d'abord, ces progrès vont développer. Ah, l'union fait la force. Même dans la communauté, s'il n'y a pas ce qu'on appelle la langue, au dialogue, cette communauté ne va même pas avancer. Le truc qui nous détruit aujourd'hui, c'est l'alcool. Tu vois, un jeune, il prend déjà l'alcool, même son frère ne lui donne plus confiance, même les autorités ne donnent plus confiance. Oui, nous sommes intellectuels, on a nos diplômes en main, mais avec nos comportements, nos façons de prendre de l'alcool, tu viens, tu débats ton dossier, je ne vais pas te prendre, parce que je te prends dans mon cabinet, un jour à l'autre, tu vas commettre des gaffes là-bas, parce que tu es l'alcoolisme. Changer nos comportements à ce qui concerne d'abord sur l'alcool. Voilà, parce que tu es un alcoolisme. Voilà, ben je crois que le gars est tellement fâché qu'il a un peu, voilà, écorché. Comprends qui peut comprendre. Voilà. L'essentiel, le message est passé. Le message est passé. Voilà. Merci beaucoup, c'est ça, et qui énerve beaucoup aussi au. Moi, il y a quelqu'un qui a fait mention du goudron de Pala, qui est resté jusqu'aujourd'hui comme une promesse politique. C'est le dossier de touche dollar. Ça, c'est le dossier de touche dollar. Ah oui, le rappeur Gagalois. Gagalois qui dit goudron de Pala. Ça, c'est. En tout cas, il faut reconnaître que les gens prennent cela comme de l'amusement, comme de la blague. Mais c'est un truc qui touche. Ça touche vraiment. Ça touche vraiment. Parce que tu sais que la route de Pala, c'est une route qui est une route économique, je veux dire, parce que ça relie le Tchad et le Cameroun avec d'autres pays, même le Nigeria, pourquoi pas. Mais si cette route doit rester toujours dans cet état qu'on connaît, je pense que ça n'aide pas vraiment le pays, ça n'aide pas la localité, ça n'aide pas la population de manière générale. Mais aussi, il y a quelque chose qui m'énerve aussi, en tant que Tchadien, je peux le dire. Ce qui m'énerve, moi, c'est l'inondation.
la montée des eaux qui souvent vient chasser les gens de chez eux là. Parce que cette question, moi, ça m'énerve. À chaque fois, quand je dois sortir le matin, voir une maman avec ses fils derrière, et puis une natte sur sa tête, elle est en train de partir. Comme ça, elle ne sait pas où aller, mais elle part quand même. Comme ça, à la recherche d'un endroit un peu sec. Trouver un abri pour se coucher, ou trouver un peu de sommeil pour les enfants. Et voilà, et puis le moment est déjà là. Parce que si on essaie de voir déjà dans nos villes, nos bassins de rétention, l'eau de fleuves qui commence déjà à avoir un niveau. Moi, j'ai dit, normalement, ça ne devrait même pas être encore le moment. Parce qu'en cette période, il pleut encore. Mais l'on se rend compte que les bassins de rétention sont déjà pleins. Entre-temps, c'est maintenant que les communes sont en train de dégager les caniveaux pendant qu'on est déjà en août. Bon. On dégage les caniveaux pendant qu'on est en août et l'eau ou bien la pluie dans les provinces a déjà rempli le fleuve. Et tu prends par exemple les cultures qu'on fait juste à côté du port. C'est déjà en mode inondation. Donc ça ne va pas du tout. Moi, c'est que je me suis dit ce matin en venant, je dis cette année ça va être plus que l'année dernière. On s'est dit l'année dernière était plus grave que l'année que l'année qui est là-bas. Mais aujourd'hui, je me dis que ça serait encore plus. Et si on ne commence pas à prendre les mesures de prévention, c'est-à-dire descendre sur le terrain, voir les réalités, qu'on ne revienne plus devant les médias, crier non, on a tel projet, on veut faire ceci, on veut faire cela. Non, qu'on descende sur le terrain et qu'on fasse réellement le travail qu'il faut pour déjà abriter, par exemple, préparer des sites pour accueillir les sinistrés. On peut déjà commencer à le faire. On ne le souhaite pas, non. Mais avec ce qu'on voit, c'est inévitable. Moi, je me dis, c'est inévitable. Donc, mieux de prévenir déjà les sites pour accueillir les sinistrés, prévoir également de quoi manger, les soins qu'il faut, et puis voir avec un peu plus d'études techniques pour trouver des moyens pour déjà mettre en garde les zones à risque d'inondation. Quand tu parles de préparer les sites pour accueillir les sinistrés, on va faire ça jusqu'à quand? Ça, pour moi, ce n'est pas une solution durable. On va continuer toujours à aménager les sites pour abriter ces personnes à chaque fois que l'eau va monter. Mais on va faire ça jusqu'à quand? Ça va devenir le modèle, ça va devenir notre système. Et c'est quoi? Il va falloir trouver des solutions durables. Comme nous sommes face à un changement de climat qui est vraiment pressant sur nous, il faut également chercher des méthodes bien solides pour attaquer aussi ce changement de climat. Vous voyez, quand les eaux montent comme ça, au lieu de chercher un endroit pour aller attrouper toute une population pendant un moment, et puis quand l'eau repart, vous les demandez de repartir chez eux et tout ça, c'est compliqué. Les élèves et tout ça, il faut pas oublier aussi ces côtés. Et donc pour moi, il faut peut-être chercher d'autres moyens, creuser les bassins de rétention, faire des grands caniveaux, faire d'autres choses qui pourront mieux aider que de dire à chaque fois il faut attrouper les gens. Mais les gens vont faire comment? Oui, Rome, ce que tu dis est réel, mais moi je parle de cet instant précis, quoi. À l'instant là, on ne peut pas encore creuser les bassins de rétention parce que la pluie est déjà là. Bientôt les travaux vont s'arrêter. D'autres ont déjà même pris fin, ou bien d'autres sont déjà en pause même, parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de route pour faire passer les camions ou bien faire entrer les matériels pour travailler. Allez creuser. Ils vont te sortir encore autre point. Nous prenons par exemple le cas de la République. Moi, j'aime bien ce qui est réel. Nous prenons la République du 9e arrondissement. Je veux parler ici. Voilà. Quand nous prenons le cas de Walia, Toukra et autres, il n'y a pas de canalisation pour drainer l'eau jusqu'au bord. Pourtant, on sait que ce quartier-là, c'est le quartier qui est le plus menacé à chaque fois. Parce qu'on dit que c'est le bras de l'eau
Bah, techniquement, quelqu'un m'a dit que Voilà. le Wali n'est pas habitable. C'est parce que la Voilà, ville a maintenant, grandi. comme avec l'avancée de la vie et la surpopulation et que l'on est en train de vivre, quand tu dis qu'il faut voir les techniques, moi je me dis que c'est des choses naturelles. Ouais. C'est vrai, on peut investir et arriver à surmonter, mais dis-toi que peu importe l'investissement qui sera fait, un jour, le naturel va toujours déborder et l'inondation aura toujours lieu dans le 9e arrondissement. Mais, étant donné que c'est quelque chose de naturel, le mieux c'est de prévenir. Faire au moins des canalisations, c'est resté que des projets. Moi, je m'attendais à ce que cette année, en 2025, qu'on commence au moins à creuser les caniveaux, mais rien n'a été fait. On dit juste aménagement, mais tu vois rien. Ce que je te dis sur le terrain, il n'y a rien dans les quartiers là, rien du tout. Sauf si toi-même tu as décidé de faire quelque chose devant ta porte, ou bien c'est les quartiers, les gens du quartier qui essayent de faire, mais ces caniveaux même créent toujours des problèmes. C'est aussi source de conflits entre les voisins. Jusqu'à quand est-ce qu'on va commencer à réaliser? On peut aménager. Nos fleuves là, on peut aménager. Oui. Oui, Nos je ne dis fleuves, pas on le peut aménager. contraire. On peut approfondir un peu, on peut aménager les bordures. Mais n'oublie pas que nous sommes en chantier aussi de l'autre côté. N'oublie pas que nous sommes en chantier, mais quand tu viens, tu vois ce qui se passe. Ouais. On coupe le fleuve en deux. Mais là, Nous sommes en chantier. là, Et ce point-là, on ne peut pas encore creuser. Voilà, mais les bordures, on peut au moins aménager. Tu vois? On peut aménager les bordures. On peut élever un peu. Ouais. Voilà. Pour contenir l'eau. Les débordements des eaux ouais. dans les quartiers. Là, c'est des choses que techniquement, ils doivent consulter les urbanistes, les géographes, ces personnes-là. Dans l'ensemble, chacun apporte une idée. C'est des techniques qui pourra aider à faire face au changement climatique. Ouais. Mais on est là toujours, on attend ce quand les eaux nous prennent. Moi, il y a quelque chose qui m'a aimé. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué l'année passée, pendant la saison de pluie. Tu vois la digue juste à la sortie du fleuve, là où il y a une poste de police. Ouais. Voilà. Cette digue, il faut reconnaître que ça a vraiment aidé l'année dernière. Ouais. Si seulement on peut encore remonter un peu la digue cette année, avant que la pluie ne puisse venir en quantité, parce qu'il y a des bennes qui passent par là, et les bennes sont obligées de couper même la digue pour pouvoir se frayer un chemin et passer. Mais là, il est temps de refermer cette coupure-là, que les bennes ont créé, et puis remonter. Ça a beaucoup aidé, il faut le reconnaître. Oui, quand c'est bon, on apprécie, mais quand c'est pas bon, alors là, on est obligé de taper sur la table. Moi, je ne peux pas apprécier cela à 100%. Ça a vraiment aidé à un moment donné, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais on devrait faire quelque chose de plus solide. Ça aussi, que de ramasser juste la terre. Imagine un peu la terre quand on ramasse. L'eau arrive, l'eau va ramener encore cette terre-là. Pourquoi? Ça dit des milliards qu'on a dépensé pour construire, pour ne serait-ce que ramasser la terre, rehausser un peu la terre. On peut néanmoins faire quelque chose de solide. On peut faire des bétons, on peut faire quelque chose en béton où l'eau ne peut pas. Oui, il faut qu'on se... L'autre digue là même, on n'a pas encore fini. Hein. Donc mieux on fait les propositions, c'est vrai, il faut les rappeler, parce que c'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui l'ont promis. Pour moi, c'est que mais il faut juste les rappeler, il faut juste les rappeler ce qui est bon qu'ils peuvent faire à l'instant là. Pour sauver au moins de vie pendant 1 à 2 semaines, le temps qu'il se rattrape, il se prépare, et puis après on va revenir. On va toujours continuer avec notre sujet d'inondation, parce que ça fait rire pour certains, oui, c'est vrai, mais parfois c'est le mal. On ne veut pas laisser couler les larmes, donc on préfère laisser un rire, mais un rire qui fait pleurer. Voilà, nous allons prendre actuellement une vidéo pour la rubrique Vérité de mère. D'accord. Une mère doit aimer son enfant plus que tout. Mais pas seulement. Cette femme qui a reçu l'éducation familiale, qui a reçu aussi l'éducation intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes.
Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Quand il s'agit de la relation entre belle-mère et belle-fille, ça entre dans le contexte des conflits, ça entre également dans le contexte des relations. Cependant, pour qu'une relation puisse réellement fonctionner, il faudrait qu'il y ait des bases. Mais si déjà la belle-fille, je vais d'abord parler de la belle-fille, elle tombe sur une belle-mère qui est des caractères un peu durs et qu'elle est manquée d'éducation, elles ne peuvent pas cohabiter. Pour la simple raison qu'il y aura des tensions et des tensions. Et si la belle-fille ne fait pas attention, elle risquerait de perdre son foyer à cause de sa belle-mère. Parce que son mari va voir déjà, en partant l'histoire de ces conflits, qu'elle manque du respect à sa mère. S'agissant maintenant de la belle-mère, je ne sais pas, ailleurs ça va, mais ici au Tchad, on met beaucoup plus l'accent sur les coutumes, sur la tradition. Et souvent les belles-mères aimeraient, elles, choisir les belles filles pour les garçons. Mais si la femme qui est sa belle-fille n'est pas à son goût, elle ne va jamais l'accepter. Mais si elle-même a son goût et qu'elle ne fait pas les choses comme elle voudrait qu'elle le fasse, il y aura toujours des conflits. Mais je crois à mon niveau que la belle-mère doit d'abord, avant tout, jouer un rôle, n'est-ce pas, de médiatrice entre la belle-fille et son fils, afin d'éviter les conflits. Une mère doit aimer son enfant plus que tout. Mais pas seulement. Cette femme qui a reçu l'éducation familiale, qui a reçu aussi l'éducation peut-être intellectuelle. La sexualité dans le couple et la sexualité des jeunes. Et quelquefois, c'est aussi la faute des hommes qui poussent les filles ou bien leurs femmes. Relation belle-mère, belle-fille, Roms, ça fait vraiment beaucoup de choses et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et aussi, dans son intervention, elle a dit qu'ici au Tchad, c'est vraiment compliqué. Relation belle-mère, belle-fille. Il y a même moi, je m'en vais attaquer directement d'abord les filles, hein, avant de revenir sur les belles-mères. Il y a des filles qui se permettent aujourd'hui d'écrire sur les réseaux sociaux. Je préfère un homme qui est orphelin de père, de mère, ou soit orphelin de père, de mère. Parce qu'une relation sans belle-mère, c'est une meilleure relation, disent-elles. Je me dis, mais attends, si on souhaite ça de ta mère, si ton fiancé ou bien ton mari te dit, je préfère une femme qui n'a pas de beau-père, qui n'a pas de père, au fait. Qu'est-ce que toi tu vas dire, mais qui n'a pas de mère? Qu'est-ce que toi tu vas penser? C'est un mauvais souhait, là il faut le dire, c'est un très mauvais souhait. On ne peut pas dire à son homme que je préfère t'avoir que quand tu n'as pas de mère. C'est pas vraiment bien, ça envoie un message un peu choquant. Mais il faut comprendre que ces phénomènes, c'est aussi un phénomène réel. La vie, sinon la relation entre belle-mère et belle-fille, c'est une situation atroce que les gens vivent dans plusieurs foyers à la fois. Aujourd'hui, ça dépend aussi de l'éducation et ça dépend aussi de chaque foyer. Il y a des fois où les femmes, ou je peux dire les filles, qui ont des comportements qui ne sont pas vraiment appropriés vis-à-vis de leur belle-mère, c'est ce qui crée des problèmes. Des fois, il y a aussi des belles-mères, naturellement, comme ça. Je refuse d'employer le mot. Je voudrais simplement dire méchante. Voilà.
Voilà, ça dit, elles sont généralement comme ça. Elles détestent n'importe quelle femme que leur fils aurait amenée à la maison. Et donc, tout ce que la fille va faire, ça reste un mauvais acte. Tout ce qu'elle doit faire, même si elle mène de bonnes actions, que ce soit comment, dans un respect pur et simple, cette fille reste toujours une mauvaise personne. Et là, on cherche à savoir quel est le problème, pourquoi. Quelquefois, on va te sortir des raisons. Oh, c'est parce que tu t'occupes trop de ta femme que nous, qui avons eu le temps de t'élever, de te rendre ce que tu es devenu. Pourtant, en fin de compte, ce n'est pas vraiment ça la raison. C'est un peu compliqué, en fait. Vivre dans une maison où il y a belle-mère et belle-fille à la fois, il faut avoir un cœur de pierre. Ça, c'est la force de l'expérience qui parle. Il faut vraiment éviter d'aller tomber dans le piège de la maman. Ouais. Il faut aussi éviter de tomber dans le piège de la femme qui est l'épouse. Il faut faire juste le bon milieu. Par-dessus tout, hein. Ouais. Là, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose. Si par malheur. Il faut ajouter. Oui, par malheur. Par-dessus tout, si par malheur. Oui. Dans cette même cour, il y a encore les belles sœurs. Ouais. C'est là où il y a la magie. Et là, toi, le monsieur, c'est un peu compliqué, tu vois. Tu rentres comme ça de ton lieu de travail, par exemple, et puis bam, tu trouves ta femme en train de bavarder, tes soeurs sont là, la maman, et puis hey, tu essayes de comprendre le problème, tu n'arrives pas à comprendre, parce que chacun parle à son gré, chacun donne ses raisons de façon volatile, et tu ne sais pas quel côté tu vas. Quelquefois, quand tu essaies d'arranger la chose... C'est là où tu dois implorer l'esprit de la sagesse. Parfois, là, tu as besoin que Dieu même descende. Donc, même la sagesse, oui, là, tu ne veux pas... C'est-à-dire, lui-même, il descend, oui, il parle. Peut-être que ces personnes-là vont écouter et comprendre. Comme je te le dis, là, tu essaies de raisonner ou tu essaies de donner raison dans ce qui a créé ce climat de tension. Tu trouveras toujours quelqu'un parmi ces personnes-là qui va dire que tu as choisi, voilà, tu as pris parti. Tu as préféré tel que moi. Voilà. C'est de viens voir un peu ta position. Tu vois? Donc, moi, j'ai dit, ces hommes-là qui vivent surtout ces genres de situations, il faut les respecter. Il faut les respecter. C'est pas facile. Ah ouais. C'est pas facile. Ah ouais. Ok, j'espère que tu es vraiment soulagé aussi, hein, parce que de toute façon, tu as pris le problème. Prends le quoi? Ok, bon, pour permettre à Roms de s'essouffler, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, prendre une petite ponctuation musicale pour qu'il respire et puis nous allons revenir. Sécurité Fiba te rend toujours très fort. Alio macheti kula malamani. Alio harshoki kula malamani. Melakin fakiri kada c'est une question de cœur. Melakin fakiri kada c'est une question de cœur. Je suis touché, vraiment désespéré. Je suis touché, vraiment déséquilibré. Mon amoureux, maman Manakader, la marque déposée. Tatiana Kogonga, DJ Gérard, Mantam Guerrina, Komako Roosevelt, merci pour tout. Otina Rosine, la continuité. Question de cœur ou question compliquée. Décision de cœur ou décision compliquée. Au malade ici porté. Didier Gartos. J'ai semblant alors que je suis touché. Au malade ne pouvait qui car je suis abattu. Mon bébé son excellence Issa Dourayan, le bulldozer. Commissaire Tatala. Nadine Doula. Ronelian Bangar. Christian Platinum. Doula Marsoucidona, monsieur le juge. L'incontournable maître Francis Lokoudé. Dimastra Béguio, Dino Dimodeste. Grâce Neramaya. Accepté de Paranakida, c'est ton vote pour Barnabassé. Puis le Christ malgré sa sainteté. Nakanturu Tabile Kola, Almega Idirasa. L'international Boukara Seyd, Damdeo, le maire de Malta. Accepté de Paranakida.
Maguette, chantier mon diamant noir. Président du Amra Kungama, DG Sogea Pressa, Fabrice Mayanga, Jean-Louis Salabé, Jacob Laoué, les supporters du moment. Anama Djatiki, voilà chocolat qui passe. Anama Djatiki, voilà chocolat qui passe. Sabina Grâce Divina Côté. Anama Djatiki, Jamila Kolimare, voilà chocolat qui passe. Farida Yeye, Anama Djatiki, Nadine Minare, voilà chocolat qui passe. C'est la matinée. Anama Djatiki, Pati Solare. Anama Djatiki. Alain Opéra, Rodrigue Corandia, Maman Moya le Prisca Doubrayan, Atalesia Betour, Ah Maman Miguel Daba Bezo, Cache de haut niveau. Sylvie Tiranga est la femme au cœur noble. Marc Gar 22 plus. Ah, Serge Bantoudi, Angèle Mati Biscuit de mer, Geneviève Bouribé, ingénieur Nathan Gawa. Ça c'est le cheval au cachet. Aouzumis. Anama Djatiki. C'est pour les amoureux. C'est pour les amoureux. En tout cas, Gina et Jacques ont décidé de t'envoyer ce chant spécialement pour te permettre d'essouffler. Voilà. Quand je parlais de cette association, je ne parlais pas forcément de moi, mais c'est non, une association. Non, la façon où tu avais pris le problème, on sent que tu as un cœur lourd et ils ont décidé de t'envoyer ce chant-là pour te soulager, pour t'apaiser. J'ai dit merci à Dinan, j'ai dit également merci à Jacques d'avoir pensé à mes douleurs. Alors merci beaucoup. Avant de finir, si tu permets, nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs et de nos internautes également qui, on avait annoncé le passage du coach pour le carnet de leadership, mais pour des raisons de la dernière minute, urgente de la dernière minute, il ne pourra être avec nous. Alors, nous, on a décidé aujourd'hui de parler du sens du leadership dans ce média qui nous regroupe et qui nous donne aussi la latitude, l'opportunité de sortir le matin, venir parler avec toute une population de par le monde, un peu partout. J'aimerais parler ici de Electron, groupe média, voilà, qui, voilà, chez nous-mêmes, qui a eu à faire quelques retouches dans l'organisation ou bien l'organigramme. Nous avons à la production, il y a eu quelques retouches. À la diffusion, il y a eu retouches. Au programme, moi c'est la partie qui me tient. Au programme, il y a eu retouches. Au service de régisseur, voilà, il y a eu également retouches. Mais moi, ce qui me tient particulièrement, c'est que il y a eu un travail qui a été fait. Je me dis toujours que quand je vois une dame quelque part, je suis très contente. Peu importe ce que cette dame va faire, mais quand elle occupe la tête d'un service, je me dis qu'il y aura quelque chose de mieux qui va sortir. Oui, il faut le dire, parce que d'abord, à Electron, il faut respecter le leadership même du responsable premier qui sait d'abord mettre en pratique la parité. C'est-à-dire, il met toujours la femme à côté de l'homme pour, disons, conjuguer les deux esprits pour pouvoir sortir les résultats probants. Et c'est ce qui est bien. On a toujours
à Electron, il y a des femmes qui sont là, il y a des femmes qui occupent même quelquefois des places oui, mais il faut le dire, au programme, maintenant, nous avons Mingano Djidjin, alors, à qui nous disons coucou au passage. Voilà, toutes nos félicitations, en plus de la réalisation. On l'associe encore au programme et elle est cette fois-ci adjoignée par Madame Pawansi Irène. Madame Koyate depuis la République du 9e arrondissement à qui nous disons également félicitations. Félicitations. Voilà, il y a l'assistant de Dina de la journée, Monsieur Toussou Élisée, alias Jacques. Voilà, l'homme du digital qui est cette fois-ci adjoint par Mardoché. Oui, Mardoché. J'allais dire, j'ai dit Malachi. Bon, les deux vont souvent ensemble. Donc... C'est Mardoché, Derané, j'allais dire. Voilà, Derané, Mardoché, à qui nous disons aussi félicitations. Et il y a Élisée, lui, il a maintenu sa place. Hein. Oui, voilà, donc on dit maintenu. Maintenu. Il y a Riabé et Enoch à la diffusion. Oui. Voilà. La diffusion, ceux-là qui, on dit souvent on les oublie, mais non, on ne les oublie pas parce que sans eux, tout ce qu'on fait ici, c'est rien. C'est même le cœur de la maison. En tout cas, Riabé et Enoch, ils se sont juste permis. Voilà, et on espère que cette permutation va donner vraiment de bons fruits. Et il y a également à la chef, l'homme du parcours. Oui, le grand monsieur, salut à lui. Lui également. Lui, il vient cette fois-ci renforcer Nabi Malachi dans la production. Donc, il est l'adjoint de Nabi Malachi. Donc, on dira que Nabi Malachi maintenu. Maintenu aussi. Voilà. Nabi Malachi maintenu. Voilà. Il faut être fort pour maintenir sa place. Et là, il faut le dire. Parce que, en tant que leader, il faut dire que le tenant de cette maison, en tant que bon leader, a les yeux, les oreilles, la tête d'un leader. Il voit ce qu'il y a. Il voit ce qui n'est pas aussi visible par l'œil d'un profane. Voilà, il est là, il observe tout, il fait tout. Et puis voilà, ça passe. Nous avons aussi au service voilà, non, régisseur. Nous avons Djamita Raïssa. Madame Djamita Raïssa Kodimadi qui vient renforcer Madame Ruth Biden. Tous mes tremblements à l'équipe dynamique. Voilà, félicitations. Grâce à elle, on a eu une petite bouteille d'eau. Oui, merci. Même si ce n'est pas fraîche. Même si ce n'est pas fraîche, on la prend quand même. Et puis voilà, on finit à dire félicitations à toute l'équipe. Et personnellement, je leur souhaite bon vent. On ne le dit pas souvent, mais moi j'aime bien le dire, mieux apprécier quelqu'un quand elle est encore en vie que de venir dire des choses après sa mort, quand cette personne ne pourra plus nous entendre, plus comprendre ce qu'on dit. Moi je profiterai également pour dire que c'est une équipe dynamique, c'est une équipe jeune et qu'il faut la synergie de force, synergie des idées pour faire avancer la structure. Oui, ce serait le résultat attendu. Et donc, il va falloir conjuguer les efforts, conjuguer les idées, aller s'écouter. Et ça va aller, Inch'Allah. S'écouter, c'est le plus important. Conjuguer les efforts aussi, c'est le plus important. Ensemble, on est plus fort et on fait des merveilleuses choses. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser ce deuxième numéro de la semaine, Roms. Merci également pour ta disponibilité malgré ton état de santé. Merci. Alors, à nos amis téléspectateurs, auditeurs et aussi internautes, nous vous souhaitons une excellente journée. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Bye bye.